Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'AxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial été du podcast AxOpen. Alors le développement, c'est souvent considéré comme un métier passion, ça on l'entend partout. Mais alors comment on fait pour que cette passion dure dans le temps ? Comment on continue à s'amuser, à progresser et à avoir envie, même après 10 ou 20 ans de carrière ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on discute avec des devs, que ce soit dans les bureaux ou à la pause café, c'est les projets perso. En travaillant chez AxOpen, on le voit vraiment au quotidien. Il y a beaucoup de devs qui ont des projets en dehors du boulot et souvent on voit les petites étoiles dans leurs yeux quand ils en parlent. C'est vraiment des projets sur lesquels ils s'éclatent. Et ça fait totalement écho à la culture qu'on essaye d'instaurer chez AxOpen. La curiosité, c'est pas seulement pour les juniors, c'est pour tout le monde. C'est tous ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode. On va parler d'idées, de motivation, d'organisation, de veille. Et surtout, on va partager des témoignages concrets pour montrer que chacun peut trouver sa manière de s'éclater, quel que soit son niveau et son parcours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table. Il y a une nouvelle tête au final. Deux. Parce qu'il y a toi. Il y a moi. Alors oui, en effet, il y a moi. Moi, je suis Florian, je suis chargé de recrutement chez Axo. On a Ethan. Bonjour à tous. Qui est développeur en alternance. Et on n'a pas de surnom pour Ethan. Pas encore. Pas encore de surnom. Il viendra un jour. Est-ce que t'as une idée là en tête rapidement? Pas encore, non. On attend quelques phrases et après on aura un surnom. Enzo. Ouais, salut tout le monde. On t'avait donné un surnom la dernière fois? Ouais, TypeScripter fou. Ah bah voilà, le TypeScripter fou. Arthur. Effectivement. Pas de surnom pour toi, Arthur. Si, j'ai un surnom, mais... C'est quoi, c'est JavaScript Lover? C'est JavaScript Lover, ouais, je crois. Nathan, toi, c'est Monsieur Propre du Code, c'est ça? Exactement, ouais. Très bien. Et Philippe? La bonne humeur. La bonne humeur. Ton surnom est assez important pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, première question, est-ce que pour vous, le dev, ça a été une évidence? Est-ce que pour vous, le dev, c'est un métier passion? Est-ce que quelqu'un va se lancer? Moi, je pense que je peux le dire, ouais, ça fait un moment que je dev et je pense que c'est une passion, ce qui est quand même assez cool. Tous les métiers ne sont pas forcément comme ça. Donc, moi, je dirais que ouais. Je souligne que du coup, Ethan est encore en alternance, donc il est encore jeune, il a encore cette fougue encore innocent. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que pour tout le monde c'était l'évidence? Vous êtes tous rentrés là-dedans? Moi, à la base, non, pas du tout. Je me suis un peu retrouvé là-dedans après avoir testé plein de trucs différents. Okay. Je savais que je voulais faire des sciences, mais du coup, j'ai essayé, en sortant de mon bac, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait de l'automatisme. Okay. Et je me suis retrouvé à la fin à aimer le plus l'informatique. Et après, je me suis mis vraiment là-dedans et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu une passion. Mais à la base, je suis pas comme, on va dire, le développeur typique qui a commencé à 10 ans en bidouillant sur la Commodore de son père ou quoi. Comme on entendra peut-être pour l'histoire de Philippe. Mais c'est plus devenu après le métier passion. Ok. Mais ça en est devenu une. Voilà, c'est déjà ça. Pas mal. Exactement. Et du coup, on a des devs là, depuis. Alors déjà, c'était pas un Commodore, c'était un Atari. Moi, oui, non, moi, j'avais aucune idée de faire pour ma vie, c'était faire du développement, il y avait pas de doute. Ouais. Non, il y avait pas trop de doute, depuis mes 12 ans. Donc, voilà, si tu veux tout savoir, depuis que j'ai eu un ordinateur dans ma chambre, ça a été la révélation de toute ma vie. C'est souvent 12 ans, en plus. 10 ans, c'est un peu trop tôt, et 12 ans, je sais pas ce qui se passe à 12 ans. Ouais, je pense, à 10 ans, ouais, t'es pas encore. T'es encore en primaire. Tu rentres au collège, quoi. Ouais, tu rentres. Ouais, puis bon, moi, à l'époque, l'informatique, c'était pas, oui. Il y avait Internet, mais très faiblement Internet. Donc, c'était vraiment, plus exploratoire et, c'était pas évident que ça soit un métier, c'était une passion et après c'est devenu un métier. Mais limite, à ton époque, désolé, mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus tous les jeunes se disent je vais être dans l'informatique, c'est un peu un automatisme, mais il y a moins ce truc de passion chez les jeunes. Il y en a certains, il y en a encore. Ouais, il y a moins ce truc de passion parce qu'il y a deux raisons déjà. L'informatique, moi quand à cette époque-là, à 12 ans, c'était pas du tout un métier qui faisait rêver, c'était un métier c'était un métier de geek et puis c'était pas du tout valorisé. Les salaires étaient pas bons. Je veux dire, c'était considéré comme un échec d'aller faire de l'informatique par rapport à des écoles d'ingénieurs classiques, mécanique, électronique, chimie. Donc du coup, c'était quand même un monde très différent d'aujourd'hui où aujourd'hui la filière informatique existe réellement et elle fait rêver plein de jeunes et en particulier pour des conditions de travail qui sont plutôt agréables. Et bon, vous êtes chacun des niveaux de parcours différents, mais est-ce que c'est toujours le cas du coup? Est-ce que après quelques années ou beaucoup d'années en entreprise, est-ce que pour vous c'est toujours une passion?
Moi, pour le coup, je trouve que c'est toujours une passion parce que on a la chance d'avoir un domaine qui est quand même très vaste où on peut vraiment apprendre des choses tous les jours et pendant plein d'années. Mais comme Arthur et Philippe, moi plutôt comme Arthur, parce que moi c'était pas du tout une évidence au début. Genre, je suis juste allé dans l'informatique sans trop savoir pourquoi et j'ai découvert le dev. J'étais en IUT quoi. Donc j'ai pas commencé à 12 ans à faire des lignes de code. Ça a été vraiment très tard et au final, tout s'est bien passé et genre c'est devenu vraiment une passion après. Donc même après pas mal de temps en entreprise, je trouve que ça change pas et même je trouve que l'entreprise ça rajoute une dimension encore plus intéressante au développement. C'est plus faire du dev pour apprendre, mais tu fais des choses concrètes et du coup quand tu veux tester des choses, regarder à droite à gauche, en fait t'as vraiment une vision entreprise de qu'est-ce qui peut marcher, pas marcher. En fait ça te donne un nouvel angle d'attaque sur chaque technologie que tu vas voir. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression que le dev c'est un métier où il y a des reconversions mais dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui ont fait du dev pendant 10-15 ans et après ils se disent là j'en ai trop marre, je vais faire autre chose. C'est un peu le parcours classique, j'ai envie de dire, de faire du dev jusqu'à 40-45 ans et après faire quelque chose de... Je pense malheureusement ça s'arrête avant. Ouais. Avant encore? Ouais, ça s'arrête avant. Enfin moi, ce que je constate, des gens de ma génération qui font encore du dev, il y en a plus beaucoup. Okay. Ils basculent tous vers des fonctions entre guillemets support, chef. Ouais, mais ils restent quand même dans le métier. Plus ou moins, plus ou moins. Je pense que si on devait faire le taux de reconversion des gens qui gardent des chèvres et qui ont envie de créer une boulangerie éco-responsable, l'informatique est un bon... c'est un bon tremplin. Un bon tremplin. On a eu un cas il y a pas longtemps là. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est un métier qui est extraordinairement fatigant intellectuellement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, à 30-35 ans, commencent à trouver qu'ils n'ont pas le gingembre qui va assez vite. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi vouloir revenir un petit peu au manuel, au travail où tu fais des choses de tes mains, où tu es un peu plus dehors. C'est vrai que c'est un métier où on pourrait croire que c'est, entre guillemets, pas du tout fatigant et que c'est facile, mais quand on passe 7 heures par jour à réfléchir à des problèmes qui peuvent être complexes, ou qu'on est assis devant un écran, c'est fatigant autant pour le corps que pour l'esprit. Donc c'est vrai que j'en suis pas à cet âge-là, mais Philippe, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore là? Elles sont où tes chèvres? Est-ce qu'on peut longtemps rester passionné par le dev ou forcément on va s'intéresser à tous les sujets transverses de l'informatique de manière plus générale? C'est pas une question facile parce que je pense qu'il y a vraiment des profils qui sont très différents. Moi, j'ai plutôt un profil touche à tout. Donc, j'ai plutôt tendance à aimer découvrir des nouvelles choses. Et puis parce que aussi on fait vite le tour d'une technologie. Moi, je fais souvent le parallèle, je l'ai déjà dit 10 fois à ce podcast, le développement, c'est un peu comme les langues étrangères. Si vous en apprenez une, c'est dur, 2, c'est encore dur, 3, c'est encore un peu dur, et après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est hyper facile. Et donc, du coup, une fois que vous avez dépassé ce stade de la difficulté, vous pouvez vraiment apprendre des tonnes de techno rapidement. Parce que même si ça change de techno, les fondamentaux de l'informatique ne changent jamais. Donc, du coup, ça permet d'aller très, très vite vers d'autres choses. Mais c'est pour ça qu'au contraire, aller voir sur des domaines qui sont un petit peu différents de la programmation et tout, c'est aussi intéressant parce que ça stimule d'autres choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc c'est vrai que on a tendance, je pense, à plus facilement s'ouvrir à tout ce qui tourne autour de ce qu'on doit produire pour nos clients, que ça se touche au DevOps, à la sécurité, tout ça. C'est des choses qu'on fait pas forcément au quotidien en tant que développeur, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui peut permettre de s'épanouir un peu plus. Puis je pense que t'as comme dans beaucoup de choses dans la vie, t'as deux phases. T'as la phase du début, je pense que t'es très excité, tout te paraît merveilleux, et après, je pense que tu passes par une phase où t'es jamais mal gris, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, tu te rends compte que tout est un peu pourri, quoi. Ouais. Il y a rien, non, mais faut le dire, il y a rien de plus décevant que l'informatique. Il y a un sujet pour ça, là, dans quelques minutes. Ah, d'accord. Je te laisse la main. Tu pourras mettre ton surnom en action. Ok. Bon, du coup, tout le monde est plutôt d'accord sur ça. Enzo, on t'a pas entendu, t'es d'accord? Ouais, je trouve que, moi, mon avis, c'est que c'est effectivement l'info. Il y a plein de profils, mais je trouve qu'il y a quand même un point commun, c'est que la plupart des gens, en fait, ils sont assez intéressés par plein de sujets très créatifs, tout ça. Je trouve qu'il y a quand même cette priorité-là souvent. Donc, Oui, surtout on a quand même de la chance que c'est un domaine qui réunit, je trouve, pas mal d'autres sous-domaines. Il y a la partie réflexion intellectuelle, il y a la partie création avec un peu plus la partie design, également la partie création, même plus de la partie code, de comment structurer son code. Et je pense que c'est un métier qui est malgré tout à la fois très intellectuel et à la fois très créatif. Et je pense que du coup ça peut réunir des types de profils très différents qui vont chacun trouver un peu leur plaisir dans telle ou telle catégorie. Puis tu peux un peu choisir le niveau de perfection que tu mets aussi. Tu peux faire les choses qui fonctionnent sans vraiment faire l'effort, et puis si tu veux, tu peux aller vraiment... Tu peux tryhard le truc. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas pour faire la conclusion avant l'heure, mais bon, sur ce podcast, on s'adresse aussi aux jeunes, aux étudiants qui potentiellement
postule à Axopen, donc faites plein de trucs, voyez plein de trucs et soyez passionnés. C'est cool ça, non? C'est cool d'être passionné. Ouais, non, ça l'est. Je veux aussi parler pendant ce podcast des projets perso. C'est un truc qu'on parle beaucoup pour les étudiants. Nous-mêmes, on leur dit faites-en, sortez un petit peu de ce qu'on vous propose de faire pendant les cours parce que c'est vite limitant. Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous en faites encore? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je pense que je suis peut-être un des plus à même à en parler parce que j'ai eu à postuler dans des boîtes notamment. Qu'est-ce que ça apporte, les projets perso? Ça apporte une manière de se démarquer. Je pense que c'est important de le noter pour les candidats. Moi, j'ai fait la fac. On est 150 dans une promo. On va être peut-être sur 150, 50, 70 à candidater à la même entreprise qui du coup va voir arriver 50 CV de à peu près la même personne qui a fait la même formation. Et les projets perso, c'est une manière un peu intéressante de découvrir d'autres choses, d'attirer l'œil des gens. Et après, bon, il y a toute la partie apprendre des nouvelles technologies, enfin, se construire une espèce de culture informatique. Toi, tu veux juste te faire recruter après. Ouais, je pense qu'on peut pas le voir comme une fin en soi, faut vraiment le voir comme un processus. Ouais, non, c'est clairement pas une. Sinon, tu vas jamais le faire. Enfin, oui, non, clairement, c'est pas une fin en soi. Et j'ai plein de potes où tout le monde sait qu'il faut faire des projets perso, mais au final, si ta seul motif c'est de te faire embaucher, tu le feras pas effectivement. Oui, c'est ça, il faut que ça te plaise. Et c'est quoi le motif derrière? C'est quoi Est-ce que vous faites un truc qui vous sert à vous? Est-ce que genre il y a des gens de votre entourage qui vous ont dit moi j'aurais besoin de ça? Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, moi je trouve que c'est. Alors moi j'ai pas mal de mal à me mettre à faire des projets perso, mais c'est vrai que en général quand j'en commence un, c'est parce que j'ai envie de faire un produit, enfin de faire une solution. J'ai une utilité, j'ai un besoin à réaliser et du coup je vais me mettre à faire un projet perso et au final je vais utiliser cette opportunité pour découvrir souvent une techno, une manière de structurer une application, tout ça. En fait, c'est la fin en soi, c'est plutôt j'ai besoin de faire quelque chose et du coup. Ce qui est plutôt une bonne mentalité parce que c'est plutôt comme ça que ça marche aussi dans. Je pense que si t'as pas d'objectif, tu vas nulle part. Si tu en fait, tu peux pas commencer juste en disant je veux découvrir cette technologie, je vais faire rien. Je pense qu'il faut commencer à se dire ok, j'ai envie d'avoir une application qui fait ça. Comment je vais le faire? Et du coup, là, tu peux te dire que tu vas faire des nouveaux trucs. Okay. Sinon, en fait, si t'as pas d'objectif, je pense que tu t'arrives à rien. Et moi, je pense que même si tu veux, enfin, c'est un peu la malédiction, on va dire, de tous les développeurs, c'est qu'ils ont plein de projets perso qui ont démarré et aucun qui finissent. C'est un peu la blague sur Internet et tout. Et je pense que moi, les seules fois où j'ai fini des projets perso, c'est quand il y avait des gens qui l'attendaient. Ou ça n'impliquait pas que moi. Donc, je pense que si on veut se forcer, entre guillemets, à finir quelque chose, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui impacte les autres et qui l'attendent, en fait, et qui te demandent t'en es où. Parce que sinon, c'est trop dur, en fait, de te donner la motive. C'est si grave que ça de pas le finir, au final? En soi, non, mais c'est quand même satisfaisant quand tu arrives à avoir quelque chose qui fonctionne. Souvent, je les entends, ils me disent, moi j'ai des trucs, mais c'est petit, c'est pas fini. C'est déjà quelque chose. Quoi. Non, oui, pour le processus de recrutement, c'est toujours bien de montrer que tu as fait l'effort, mais pour la satisfaction personnelle, avoir fini quelque chose, c'est quand même agréable aussi. Oui, et maintenant, alors il y a les alternants, mais ceux qui ont quelques années d'expérience, est-ce que vous en faites encore des projets perso? Moi, je pense que j'ai une idée de projet perso toutes les semaines. Ouais. Et j'en fais vraiment beaucoup. Il y en a que je traîne sur du long terme, mais c'est plus par plaisir. Mais je sais que moi, j'adore faire ça. Et en général, mes projets perso, c'est soit, comme le disait Enzo, une problématique qui me vient et soit j'ai pas envie de chercher une solution et je veux la faire moi-même, soit j'en ai pas trouvé et je me dis je vais répondre à mon problème à moi. Et en général, c'est des problématiques qui sont toutes bêtes où tu te dis tu vas pas en faire un business derrière, tu vas pas gagner d'argent ou quoi, tu veux juste répondre à ta problématique. Ou alors, des fois, moi, c'est juste l'inverse, c'est je veux tester une techno et du coup, je me trouve une idée pour tester la techno et qui a un sens. Et tu te forces à trouver une idée limite. Ouais, parce que, des fois, il y a des technos qui fonctionnent bien dans des domaines spécifiques. Du coup, faut trouver une problématique qui peut aller avec ce domaine. Parce que, je sais pas, alors si je veux tester une techno front, mais que mon application, c'est quasiment que de la logique que je vais faire côté back-end, c'est un peu dommage. Mais en général, c'est soit ça, soit une idée, soit vraiment tester une techno. Et en général, la problématique... moi, je sais que j'ai toujours plein d'idées sur des trucs à faire, donc la problématique, c'est rarement ce qui me pose problème, parce que la finalité en soi de ce que va faire le projet, je m'en moque complètement. Qu'il soit fini ou non, je m'en moque complètement en général. C'est vraiment pas des trucs sur lesquels je me prends la tête. Et du coup, ça te sert vraiment à te faire un avis sur la techno? C'est-à-dire, après le projet, tu peux te dire, ça, c'est bien et j'aimerais le mettre en place sur des projets plus gros, ou ça, au contraire, c'est...
En général, oui, bah c'est pas à chaque fois l'objectif, parce que des fois, enfin, comme on disait, c'est aussi de la passion, donc c'est juste me faire plaisir en faisant un truc. Mais souvent, j'essaie d'en avoir aussi un avis d'un point de vue entreprise, de est-ce que ça, c'est des choses qu'on pourrait faire chez nous, est-ce que c'est un intérêt, dans quel cas on l'utilise bien, et la plupart du temps, quand j'essaye une techno, mon but c'est de trouver un peu la limite de elle a été faite pour ça, mais est-ce que ça répond à telle ou telle problématique. Et c'est vu comme ça, c'est tout de suite moins fun, mais je vous assure que c'est quand même très sympa. C'est toi qui fais ton fun, hein. Ouais, c'est comme ça que je m'amuse. Philippe, un petit projet perso? Oui, quand t'as 3 enfants, je pense que c'est compliqué d'avoir des projets perso. Non, alors moi, je trouve que la notion de projet perso évolue pas mal avec les années, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est plus dur pour les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des apps pour tout. Et en fait, moi, quand j'ai commencé l'informatique, on était beaucoup moins outillés, il n'y avait pas d'application pour faire n'importe quoi, donc on était très vite dans les limites de ce qui existait sur le marché, et tout coûtait très 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 cher. C'est-à-dire, je sais pas, tu voulais convertir une vidéo, tu voulais convertir une photo, tu voulais convertir des fichiers, tu avais tout de suite un logiciel qui coûtait plusieurs centaines d'euros, donc on avait plus tendance à aller vers le dev. T'avais pas le choix en fait. On n'avait pas le choix, ouais. Du coup, et puis le monde n'était pas entièrement développé. Aujourd'hui, t'as quand même, je pense que c'est plus dur pour les jeunes de trouver une idée qui a du sens, parce que tu tapes, je sais pas quoi, tu dis, je vais faire un projet perso qui tourne autour de ma passion, qui est site un jeu vidéo, et je vais faire un truc pour gérer des machins n'importe quoi dans ce truc-là. En fait, tu t'aperçois que tu tapes sur Internet, il y en a 50 qui ont fait ça. Et donc, du coup, je pense que c'est parallèlement plus dur. Et en plus, je pense que l'informatique s'est complexifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout de suite un front, un back, une API, une base de données et compagnie. Et donc, du coup, ça donne tout de suite des projets qui sont finalement assez peu à la portée d'une personne seule sur son temps libre. Et donc, moi, j'invite les gens qui veulent faire des projets perso à revenir à des projets plus simples. Tu as des projets presque sans interface ou des projets de code natif et compagnie, parce que au final, tu te fais plaisir. Et puis, t'es pas obligé d'avoir une grosse armada, quoi. C'est plus rapide, tu peux faire quelque chose. C'est dès que tu veux faire du développement front, par exemple, tu vas passer un temps infini à faire 3 divs. Et du coup, je trouve qu'on perd beaucoup de temps aujourd'hui dans les projets perso, sur la partie DevOps, sur la partie orga, tout ça. Et pas assez de temps sur la partie code. Donc, j'ai tendance à penser que c'est plus intéressant de se concentrer sur des choses simples. C'est vrai que le dernier projet perso que j'ai fait, globalement, c'était un tout petit script sur lequel j'avais mis un bout d'interface web pour avoir un bouton et lancer ce script, et tu te rends compte que tu dois mettre en place un petit pipeline de CI/CD. Ouais, c'est ça. Ton infrastructure, en fait, c'est des conteneurs Docker, et globalement, pour 1 heure de script, il y avait 1 heure de CI à côté, parce que ça compile pas bien et il faut tout refaire. Non, mais après, moi, je pense que surtout sur les projets perso, faut arrêter de penser qu'il y ait un sens, que ça sert vraiment à quelque chose. Oui, c'est sûr. L'objectif, c'est pas de vendre derrière, c'est pas d'impressionner, c'est juste de faire un truc qui nous fait plaisir, une problématique qui nous parle. Et si ça a déjà été fait qu'un soir, c'est pas grave. Genre, l'objectif, c'est de faire quelque chose. Et le projet perso est vraiment, je trouve, un très bon moyen d'apprendre. Parce que surtout quand on fait le parallèle à ce qu'il y a avec à l'école, on est toujours très guidé sur le projet, sur ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Là, en fait, on a vraiment une page blanche, et trouver des idées quand on a une page blanche, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir un guide. Et je pense que pour apprendre, c'est vraiment une des meilleures façons, parce que tu te rends compte vraiment de ce que tu dois faire de A à Z, et t'as vraiment aucune aide. Et vraiment, pour faire le parallèle de ce que t'as en entreprise, c'est souvent comme ça. C'est pas quelqu'un qui va te dire faut que tu fasses ça comme ça. Alors je te dis souvent. C'est vrai, mais j'essaye de faire peur un peu aux jeunes. Un des objectifs des projets perso, c'est aussi un petit peu de rester au courant des nouveautés, etc. Bon, pour ceux qui ont un peu moins de temps, j'imagine, il y a aussi la veille, un peu plus facile, un peu moins chronophage en tout cas. Est-ce que vous faites de la veille? Et si oui, comment? Moi, je pense que là, je prends une posture de vieux, mais oui, on arrive sur cette étape. On arrive, c'est bon. Comment tu peux lâche-toi. Non, je pense que quand t'es jeune, tu penses qu'il y a assez peu de techno et assez peu de choses. Et plus t'avances, plus tu t'aperçois qu'il y a énormément de techno différentes, d'approches et de pensées différentes. Donc, il y a un moment où tu vois que tu peux pas tout tester. Donc, t'es obligé de passer à la veille, parce que en fait, tu peux pas, je veux dire, tout apprendre. Tu peux pas faire un projet sur tous les langages qui existent, c'est pas possible. Ça serait irréaliste. Donc, moi, je fais énormément de veille, et je pense que l'une des meilleures manières de faire de la veille, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément de lire sur Internet, c'est de s'entourer de gens dans lesquels vous avez confiance et qui peuvent vous faire des résumés. Moi, j'ai la chance, à la fois chez Axo et en perso, d'avoir des gens qui sont très intelligents avec qui je travaille, j'en suis ravi. Et donc, du coup, si par exemple Nathan teste une techno et il me fait un résumé, ça me donne... Il y a ChatGPT. Non, mais justement, ChatGPT, il a jamais d'avis. Ce qui est intéressant avec un humain, c'est qu'il va te dire qu'il y croit pas.
Et généralement, quand tu as un background avec la personne, tu le sais. Donc moi, je vous invite vraiment à bénéficier de l'expérience des autres, pas de l'expérience de tout le monde. Il faut filtrer les gens qui vous font confiance. Et voilà, je pense que c'est une des manières les plus efficaces parce que malheureusement, sur ce qu'on lit sur Internet, si je vous dis n'importe quel langage, n'importe quelle techno, n'importe quel framework, si vous allez sur Internet, vous allez trouver une communauté gigantesque qui va vous dire que c'est la meilleure techno de l'année et une communauté gigantesque qui vous dira que c'est la techno la plus pourrie de l'année. Et en fait, le seul moyen de se faire un avis, c'est soit de tester soi-même, soit que la techno soit testée par des gens auxquels vous avez confiance. Après, je pense que c'est un conseil qui est difficilement applicable aux jeunes. Parce que, à moins de... Parce que je suis vieux, moi. Ouais, non, mais oui, effectivement. Non, mais après, c'est tout à fait logique et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça marche si t'as un très grand réseau. Et je pense que c'est un peu le plus gros problème des jeunes qui commencent, c'est que... Oui, mais par exemple, tu vois, genre, je suis d'accord avec toi. Mais je suis aussi d'accord pour dire que quand tu as un certain nombre d'années, tu sais qu'il y a des technos qui sont par essence stupides. Oui, bien sûr. Un exemple. On veut des noms. Voilà. Non, mais par exemple, biceps, c'est par essence stupide. Donc, t'as pas besoin de faire ton étude parce que t'as appris que ces catégories de langage, DSL, machin, tout ça, c'est nul. Et je pense que quand t'es vieux, tu sais ce qui va probablement être nul. T'as beaucoup moins besoin de le tester. Oui, j'ai pas besoin de me faire un avis sur la dernière version de PHP. Je sais déjà comment conceptuellement c'est fonctionnel et je sais très bien que c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Oui, bien sûr, il y a le côté expérience où tu sais ce que t'aimes et tu sais ce que t'aimes pas non plus. Mais surtout avec l'expérience, tu peux aller vraiment chercher beaucoup plus vite l'information que tu veux. T'as telle techno qui répond à telle problématique, tu sais que le point vraiment important ça va être ça, bah tu vas regarder comment ça fonctionne, t'as pas besoin de le tester pour avoir un avis du coup. C'est quand même, enfin je veux dire, l'informatique c'est un métier qui évolue tout le temps, mais il y a quand même pas non plus des breakings de conceptuel tout le temps, Arthur. Non, bien sûr. Tu vois, il y a des breakings, mais je veux dire, tu vois, des nouvelles façons de penser type Rust ou des nouveaux frameworks type, je sais pas, tel que était Angular ou même tel que l'était Svelte. Enfin, tu vois, c'est quand même pas. Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas non plus. Quoi. Non, mais c'est sûr. Et du coup, de manière assez terre à terre, est-ce que vous avez des exemples pour les pauvres gens qui auraient un entourage très peu intelligent de sources, pas devenir intelligent, de sources sûres sur Internet? Comment on fait pour se documenter, pour faire sa veille quand on est tout seul? Je pense trouver des blogs de gens que tu estimes intelligents entre guillemets, parce que ça se fait pas mal maintenant. Ça revient un peu à la mode, les blogs de développeurs ou de gens qui en fait donnent leur avis sur ce qu'ils croisent. Je pense que ça peut être un bon avis aussi, un bon moyen aussi, parce que du coup tu te fies à l'avis d'une personne qui en général n'est pas forcément biaisée. Parce qu'après on a toujours les newsletters qui essayent de récupérer toutes les informations de la Terre, mais comme disait Philippe, ils n'ont pas forcément d'avis. Mais je pense que avoir le blog d'une personne, ça peut être intéressant. Et en plus, on peut s'attacher à cette personne et un peu comprendre comment elle commence à... Je pense qu'il faut fuir les réseaux sociaux pour ça, parce que les réseaux sociaux sont toujours sur la mode. Et donc, du coup, par définition, ils vont jamais vous parler de trucs. Je pense qu'il faut aller dans les communautés. Je pense que c'est là où tu as raison. Les communautés, c'est ce qui... Et c'était sans Internet, tu avais ça... Voilà, même sur Reddit, si vous allez sur la communauté Reddit, moi j'ai beaucoup utilisé Reddit sur la communauté Go parce que quand je découvre le Go, en fait vous avez plein de gens qui sont passionnés et je trouve que c'est un avis souvent plus étayé. Parce qu'il y a vraiment tout. Ouais. C'est pas forcément que des fans, il y a aussi des gens qui sont contre, des gens qui veulent essayer, qui posent des questions et puis il y a pas de jugement forcément. Donc je pense que Reddit c'est bien, mais il faut juste trouver les bons. Ouais, et puis il faut pas hésiter à regarder des trucs qui soient vieux. Parce qu'en fait, non mais je veux dire, par exemple, si vous voulez vous faire un avis sur Rust, tu vois, si tu tapes la dernière vidéo YouTube sur Rust, en fait, t'as un gars qui est plus ou moins là pour faire de l'audience, donc il va essayer de rendre le truc un peu vendeur, et t'auras pas le vrai gars qui va. Non, on a fait un podcast sur Rust il y a 2 semaines. C'est pour ça. Voilà, on va le regarder. Mais la réponse attendue à ma question, c'était le podcast Axe Open. Bon, ça on n'est pas dessus, là. Mais vos réponses en ce moment très bien. Est-ce que, alors du coup, Philippe, t'as déjà répondu un peu à la question. J'allais dire, est-ce que parfois vous avez l'impression, vous avez le FOMO, donc FOMO, Fear of Missing Out, de toutes les nouveautés qu'il y a en informatique et vous avez l'impression de passer à côté des trucs si vous faites pas une veille constante? J'avais énormément ça quand j'étais jeune. Parce que j'avais toujours l'impression qu'il y avait un framework qui était mieux, plus cool, mieux et compagnie. Et en vieillissant, beaucoup moins. Parce que je me suis aperçu que tous ces gens qui vendaient de la technologie, c'était des vendeurs et pas des gens techniques. Et donc, du coup, j'ai bien moins peur maintenant de rater un virage parce que j'ai un avis beaucoup plus sûr que ce que c'était il y a 10 ou 15 ans en arrière. Puis je pense que tu te rends compte que ça va pas si vite que ça. Non, c'est ça. Tu peux rarement louper un truc sans vraiment que tu l'aies vu du tout ou alors tu sors plus de chez toi. Et en plus, il faut être très concret. Le FOMO qui est alimenté par un concept un peu marketing de dire il faut absolument que tu changes parce que sinon tu vas être démodé.
En fait, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Les gens qui se lancent en premier sur une technologie sont toujours les gens qui se ratent. Je vais prendre quelques exemples pour étayer ça. Les gens qui sont partis sur AngularJS 1, qui ont tout misé dessus, ils ont tout dû redévelopper quand la techno s'est stabilisée. Tous les gens qui ont développé sur des langages assez récents, en fait, quand la V2 sort, qui est mature, ils sont tout obligés de rejeter. Donc, en fait, il n'y a pas souvent de prime aux primo-accédants. C'est assez peu vrai. Ils essuient des jeux. Et donc, du coup, il n'est jamais vraiment trop tard pour se lancer dans une techno. Et je ferai le parallèle pour faire un peu d'actualité avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, il y a énormément de modèles qui existent. On ne sait pas vraiment. Aujourd'hui, personne ne peut dire celui-là, c'est vraiment celui qui va émerger. Et tous les gens qui lancent des projets trop tôt, c'est pas souvent une bonne idée. Alors, je sais que marketingment parlant, les gens, ils vous disent, faut absolument y aller, tu vas prendre du retard. En fait, dans la vraie vie, on prend pas de retard, à laisser un petit peu le marché s'épurer. Donc ça, on le ressent aujourd'hui dans notre métier, genre des clients qui vous demandent telle ou telle techno et vous devez dire... Clairement, il y a des clients... il y a deux types de clients. Il y a le client technophile, et auquel cas, il va nous demander la dernière techno à la mode qu'il a entendue. Et généralement, on est plutôt tendance à le calmer. Et après, tu as quand même la majorité des clients qui n'ont pas d'avis, et du coup, on est plutôt dans une posture de conseil. Ok. Et les jeunes, là, vous êtes pareil. Oh, les jeunes, là. Ouais, en fait, moi, je suis plutôt d'accord pour les technos. Par contre, en ce qui concerne les outils, je sais que parfois, on n'a pas toujours une culture très étayée de tous les outils qui existent sur le marché. Et en fait, là, en l'occurrence, ça peut nous desservir parce que, en fait, on se casse la tête à faire un truc à la main et à tout faire soi-même, alors qu'en fait, il y a une solution qui existe déjà et simplement, on la connaît pas. Et donc là, dans ce cas de figure-là... Genre, on continue d'utiliser VI sur Linux alors qu'il pourrait juste faire un anneau, quoi. Voilà. Après, là, il y a encore des débat, quand même. Je fais de bannir, là. Non, mais dans ce contexte-là, je trouve que c'est là que ça peut être très important, la veille, en l'occurrence. C'est que ça nous permet de savoir quelles sont les solutions qui sont à notre disposition et de pas les manquer, alors qu'en fait, elles correspondent exactement aux besoins qu'on aurait. Mais c'est pas toujours je partage et je vais en contre aussi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir avoir un outil pour tout et qu'on a des trucs où on a 250 000 outils qu'on est obligé d'apprendre qui changent tout le temps, et en fait je suis pas sûr que la productivité in fine soit bien meilleure. Mais c'est une question ouverte, ça. C'est vrai qu'on a tendance à rester dans nos habitudes assez de manière confortable parce que c'est difficile de changer et tout, mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple. Après, peut-être que je fais pas assez de veille, mais j'ai pas d'exemple d'outils récemment qui m'ont changé la vie. Je pense que le dernier, à part IntelliJ, franchement, je vois vraiment pas de trucs où je me suis dit, putain, mais ça, c'est exceptionnel, alors qu'ils doivent en sortir 200 par jour, quoi. Ouais, mais je vais prendre un exemple tout bête, genre vraiment basique, mais les gens qui arrivent parfois dans le monde de l'info, qui sortent d'école et qui connaissent pas tout, parfois ils découvrent des choses aussi basiques que Docker. Ouais. Et en fait, quand tu le découvres, pour toi, ça peut être le jour et la nuit, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est pas de la nouveauté, c'est quelque chose qui est éprouvé dans le milieu, tu vois, c'est pas quelque chose de nouveau qui répond à un besoin tout petit, où en fait, c'était pas vraiment un besoin, c'est quelque chose de structurant, limite Docker. Mais moi, parce que moi, quand j'étais jeune, je passais des heures entières, des journées entières, à regarder les plugins. Tu vois, alors c'était pas une Notepad++. Ouais, des plugins, et je me dis, attends, tous ces plugins, il faut que je les apprenne, ils vont m'aider la vie. Et en fait, dans la vraie vie, ça va que de ces plugins. Ouais. Non, ouais, moi je pensais vraiment aux outils basiques, parce que ça peut arriver qu'en fait on ignore des choses comme ça. Mais c'est vrai que il y a quand même une tonne d'outils qui servent à quasiment à rien, ou alors dans des cas très spécifiques, et en fait ça vaut pas le coup, quoi. Après, moi, je sais qu'il y a une source de veille que j'utilise énormément, mais que tout à l'heure Philippe a descendu, mais c'est vraiment les réseaux sociaux. Mais par contre, il y a un mais énorme, c'est qu'il faut avoir un très bon esprit critique. Oui, c'est ça. En fait, faut déjà pas... avoir un background. Ouais, mais quand t'es jeune, tu sais pas. Oui, c'est sûr. T'es vieux, Nathan. Là, mais partie des vieux maintenant. Tu peux pas. Mais si t'es pas confronté au mauvais truc, comment tu sais? Mais tu sais pas que c'est un mauvais truc, du coup. Mais en fait, tout le monde va te dire que soit un truc est génial, soit un truc est mauvais, et en fait, moi, limite, je fais abstraction de la vie de la personne et je regarde juste la techno. Et en fait, ça me permet d'avoir un panel de techno que je vois passer tous les jours, de trucs qui existent et qui existent, enfin, des fois pas. Et c'est un point d'entrée pour après creuser, moi, de mon côté. Après, globalement, même hors techno, pour moi qui suis pas dev, enfin, aujourd'hui, de nos jours, sur les réseaux, tout le monde veut te vendre un truc et tu le vois assez vite. Ah ouais, donc, je pense que si t'as un minimum de jugeote, je pense que les jeunes sont capables de faire un peu la différence, même si au début, Et alors, après, vu que tout est très incendiaire, au final, tu vas voir, moi, je l'avais souvent, il y avait 2-3 influenceurs. Au final, c'est des influenceurs du code, en quelque sorte, qui font ça. Ils vont promouvoir très fortement une techno, et c'est juste si tu vas dans les commentaires,
tu vas avoir en quelque sorte le débat à l'essentiel parce que le mec va dire ça c'est formidable et de l'autre côté les types diront bah non ça c'est de la merde parce que X, Y et Z. Et je trouve que tu arrives assez vite à avoir un résumé en fait de la techno où vu que tout le monde pousse un peu à l'extrême, et bah t'arrives très très vite au point critique. Ouais. Mais après, est-ce que les gens qui commentent, c'est forcément ceux qui ont un avis pertinent? Ça, bon, après, faut réussir à filtrer, mais je pense qu'au moins tu t'exposes à des arguments, mais derrière, bon, c'est les réseaux sociaux, il te faut ton coup d'esprit critique. Mais pour moi, ça aide à cristalliser 2-3 gros arguments sur les technos. Moi, je rajouterais une source qui n'est pas fiable, à l'expérience. En plus de celle que Nathan vient de dire. Il faut pas écouter les vendeurs de technologie. C'est-à-dire, n'écoutez pas AWS, n'écoutez pas Microsoft, n'écoutez pas Adobe. Sam Altman. Arrêtez d'écouter Sam Altman. Arrêtez d'écouter les gens qui vendent de la technologie parce qu'en fait, par définition, ils vont essayer de vous vendre un truc. Et je pense que si vous aviez un peu de recul, vous apercevrez que Microsoft a abandonné des dizaines et des dizaines de technos, de produits qui vous ont vendus comme étant un techno de l'année. Pareil pour AWS. Eux, leur système, c'est on fait de la pub à mort. Si ça prend, on garde. Si ça prend pas, on jette. Donc, c'est des gens qui sont pas du tout neutres dans la manière de communiquer. Donc, surtout, si vous avez des newsletters à écouter, il vaut mieux écouter des newsletters de vraies personnes que des newsletters qui sont gérés par plus ou moins des services marketing, sans offense. Et moi, j'aimerais rajouter une dernière source, ou au moins quelque chose pour se faire un avis, c'est essayer dans son entourage ou au boulot, d'essayer de se trouver un ou plusieurs mentors ou personnes qu'on estime et auxquelles on n'hésite pas à demander un avis ou demander de l'aide. Et je pense que ça peut aider aussi à créer son esprit critique. Parce qu'en fait, on a des vrais gens qui ont de l'expérience et qui, eux, ont déjà eu cet esprit critique, ont déjà eu des expériences, etc. Et je pense que ça peut aider à avoir un lien avec la vie et de dire ouais, j'ai vu ça, t'en penses quoi? Et que lui, il donne son avis, que ce soit positif ou négatif. Je pense que ça peut aider pour ça. Et si vous êtes jeune et que vous savez pas comment trouver ces personnes, il y a toujours des associations sur le dev, sur tout plein de sujets que parfois on accueille aussi chez AxOpen pour faire des petits talks, etc. sur tout plein de sujets. Ou sur les forums, comme on disait, on peut facilement trouver quelqu'un de son âge. Voilà. Bah, ça reste bien quand même Internet. Voilà. Mais après, il y a une source qu'on n'a pas citée, c'est quand même le blog d'AxOpen. Oui, vraiment. Avec le podcast, évidemment, le blog. Bon, voilà. On fait des et surtout les gens neutres. Nous, on est très neutres. Mais le blog. Nous n'avons rien à vendre avec notre blog. Non, rien du tout. Sans transition. Alors, on a un petit peu déjà c'est normal. le sujet. Je découvre les podcasts. Comment ne pas devenir le vieux con aigri de l'informatique? Mais on a déjà un peu débattu sur Philippe, ça. Philippe se rapproche de son micro. Pourquoi tu regardes Philippe, Flo? Parce que je l'ai invité expressément pour cette partie. Mais en gros, derrière cette question un peu putaclic, évidemment, c'était est-ce que ton regard sur l'informatique change au vu de ton âge, au vu de toutes les nouveautés qui peuvent arriver, etc. Mais du coup, on a déjà abordé ce sujet. Oui, alors je le pense, il y a l'informatique, ça passe vraiment par cette phase où n'importe quelle techno, tu découvres, tu te dis mais c'est trop bien. C'est tellement bien, c'est fantastique, c'est révolutionnaire et tu te demandes comment tu as pu vivre avant et tu arrives à ce moment fatatique où tu arrives à faire un truc que tu veux faire et que tu n'y arrives pas et tu trouves ça nul, décevant. C'est le truc où tu sais, tu montes, après tu descends, c'est comment ça s'appelle cette courbe d'apprentissage là? Daniel-Kruger. Ouais, Daniel-Kruger où t'es en mode c'est trop bien et en fait au final c'est à chier et en fait plus tu continues plus ça devient ok, on va dire. Ouais. Et malheureusement il y a aucune techno qui satisfait. Non, il y a aucune techno qui satisfait, mais par contre après c'est ce que je disais, tu découvres d'autres plaisirs de la vie. Et en fait, au début, t'es très orienté techno et après, t'es plus orienté projet. Et après, ce qui fait plaisir, c'est de voir des choses qui partent en prod. Et ça, je trouve que c'est toujours... Qui servent aux gens. Ouais, qui servent aux gens, ouais. Il vous reste combien de temps vous avant de devenir des vieux cons? Si vous êtes encore émerveillés. Oui. Est-ce qu'il y a encore des étoiles dans vos yeux? Bon, vous avez le temps encore. Bon, ok. Bon, c'était vraiment la partie pour Philippe. Merci Philippe. Nathan, il est un peu aigri aussi. Non, mais c'est vrai que Nathan, il a un peu la parole, mais au fil des années, je deviens de plus en plus comme Philippe sur le sujet. C'est un peu Svelte qui t'a sauvé de ce moment de devenir très aigri. Non, mais même encore Svelte, c'est ce qu'on disait dans le podcast. Moi, je trouve le truc exceptionnel, mais je ne l'utiliserai pas tout de suite en entreprise. Pour les raisons qu'on a citées avant, les premiers qui partent, ils sont jetés. Enfin, ce truc-là, du coup, t'as plus ce truc de waouh, c'est incroyable, ça va changer mon quotidien. Juste, c'est sympa, tu sais, sa techno, tu passes un bon moment. Moi, je sais quoi, Svelte et Rust, c'est vraiment les
les 2 trucs qui m'ont fait vraiment plaisir dernièrement à tester. Mais en soi, Moi, voilà, j'ai eu un ça petit moment s'arrête là. d'excitation sur Go quand même, je dois l'avouer. Ah ouais, t'as eu cette petite étoile que ce t'avais. piment là. Ah ouais, c'est papillon dans le ventre. Et tout. Et est-ce qu'au final, vous n'êtes pas un peu aigri parce que vous avez laissé le temps faire le tri et vous avez vos quelques technos de prédilection en quelque sorte, vous savez qu'elles feront le travail et du coup, il n'y a plus besoin de s'exciter partout parce que vous savez que dans le pire des cas, genre, vous aurez votre techno de fallback qui pourra faire la chose bien comme il faut. Alors, je suis pas sûr parce que Rust et Go, c'est l'exemple même d'une nouvelle techno qui résout rien de fondamentalement nouveau par rapport à avant, mais sur lequel c'est redevenu un starter, tu vois, qui avait effacé. Mais après, par contre, des fois, en informatique, il se passe 10 ans sans qu'il n'y ait pas une seule chose intéressante. Moi, la décennie de l'application mobile, c'est une décennie que j'ai trouvée très ennuyeuse parce que c'était pas très intéressant, quoi, tu vois. T'étais dans une... Après, il y a eu la décennie du JavaScript. Tu l'as adoré celle-là. Hein. Celle-ci, tu l'as. Pas non plus, tu vois, une décennie que j'adore. Et après, il y a eu toute la partie cloud que j'ai trouvé vraiment très excitante. Et là, il y a peut-être une nouvelle technologie qui va émerger. Mais je pense qu'il y a certes une lassitude parce que des fois on retourne tout le temps sur les mêmes technos, mais c'est des choix techno qu'on a fait pour des raisons. Et en général, il n'y a pas une techno qu'on considère entre guillemets parfaite qu'on va utiliser tout le temps. Il y a un panel de techno qu'on connaît pour résoudre différents types de problématiques. Des fois on en rajoute des nouvelles, mais moi je sais que le truc qui joue énormément c'est l'aspect entreprise friendly, j'ai envie de dire. Tu vois, genre Rust c'est génial, mais est-ce que tu as beaucoup de développeurs Rust sur le marché et du coup si tu dois reprendre ton appli, enfin tous ces trucs là qui font que même si j'adorais développer une application en Rust pour le travail tous les jours, des fois c'est la réalité qui fait que non, même si la techno est très bien. Et je pense que c'est plus là où le choix de techno va rentrer en compte, plus que on reste sur des acquis que nous on connaît bien. Alors même si tu peux partir sur des choix de techno des fois délirants parce que le client a une forte envie de faire du Rust, mais en général oui tu restes sur les basiques parce que tu sais qu'ils fonctionnent bien et si c'est vraiment un risque à part entière pour un projet informatique d'entreprise de partir sur une techno un peu nouvelle parce que tu peux pas assurer le client que dans 3 ans ce sera toujours maintenu, tu auras pas des gros problèmes et que tu vas pas devoir passer 3 mois à refondre tout le système parce que tu peux pas le mettre à jour. Ouais, et puis je pense que Ethan, ta question elle présupposerait que ça soit pour nous que ça soit compliqué de changer. Et en fait, je pense que c'est beaucoup moins difficile pour des gens expérimentés de changer de technologie que pour des jeunes développeurs de changer de technologie. C'est-à-dire que moi, tu me dis demain en développant en Go ou en Rust, ok, ça va me prendre 10 minutes, 1 heure parce que j'ai pas les références des méthodes. Et par contre, si tu demandes à un petit développeur qui vient d'arriver sur le marché et qui a fait que du PHP, tu lui dis bon, écoute, on va changer complètement de concept de technologie. Je pense que c'est plus dur pour lui que ce que ça n'est pour des gens vieux. On est encore dans la rubrique qui grille, là, c'est ça? Mais je pense que parole démoralisante. Voilà. On va passer à la. Non, mais c'est un peu de temps de maîtriser plein de techno. Non, bien sûr. Oui. Et même, je pense, limite, tu deviens de plus en plus aigri avec le temps parce que tu fais pas toujours la même chose, mais un peu. Et limite, moi, tu me dis, refais un projet Java, je suis en mode, ok, quoi, enfin, il y a pas ce plaisir-là, et limite, je suis pas forcément plus heureux de faire un projet Java qu'un autre, au quotidien. Alors qu'un projet Rust Svelte. Oh là là, la dinguerie. Si on revient un petit peu sur le sujet de base, qui sont aussi les projets perso, je sais qu'à Axo, on a quelques projets, alors du coup pas perso, mais projets un peu hors entreprise. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Je sais qu'on fait souvent des projets pour Noël. Ah oui, ça c'est pour moi, ça c'est ça. Ou projet perso de vous-même, si vous préférez. Non, moi j'ai toujours été attiré par le jeu de manière générale, que ce soit de société, jeux vidéo, quoi que ce soit. Et du coup, alors je sais pas d'où c'est venu la première année, mais je crois qu'on avait initié des projets de Noël qu'on avait appelés, où c'était l'idée c'était de faire jouer les gens la soirée de Noël sur une certaine période. Et moi je me suis mis dans l'idée de faire une sorte de calendrier de l'Avent, mais du jeu, où en fait les personnes Axe Open auraient des choses à faire tous les jours, un peu comme un calendrier de l'Avent où on mange son petit chocolat, et que ce soit un peu une compétition entre guillemets. Et donc chaque année depuis maintenant, je sais pas, 6-7 ans, tous les ans je développe ou je réutilise un jeu parce que j'ai pas le temps, mais un nouveau jeu qui est une sorte de jeu de l'Avent que je l'appelle. Et donc voilà, c'est quelque chose qui allie mes passions entre guillemets, que ce soit le jeu et le développement. Et donc voilà, je sais que ça plaît de temps en temps, des fois ça floppe un peu plus. Non, ça prend longtemps genre de faire l'application de l'année dernière. En fait là je me retrouve dans ce moment où vu que j'ai pas forcément
beaucoup de temps. À chaque fois, je me dis, ok, je teste cette nouvelle techno, et en fait, au bout de 2 heures, je fais, ouais, mais ça irait tellement plus vite si j'utilisais Spring Boot et Angular. Et au final, je fais du Spring Boot et Angular. J'en suis pas au niveau de Philippe où je peux passer sur n'importe quelle techno très rapidement. Mais en général, ça me prend, on va dire, en général, je travaille entre midi et 2 les soirs, donc c'est difficile d'avoir du temps entier, mais je pense qu'en temps complet, ça doit être quelques jours de dev, peut-être une semaine de dev. Et si tu reprends le projet Nana, il y a toujours 2-3 semaines pour monter les versions JavaScript. Et après, tu peux lancer le tu fais 90% de tes devs, après, il faut que tu fasses ton CICD, t'as toujours le petit bug de merde que tu comprends pas. Mais voilà, en général, toujours un bon moment. Moi, je passe toujours un bon moment à faire ça. Mais vu que je le fais toujours au dernier moment, bien sûr, comme tous les projets. Ah bon, j'allais te dire, est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça sera cette année? Non, pas du tout, vraiment. Non, pas une exclue. Non, j'y ai même pas encore réfléchi, donc désolé, t'auras pas d'exclus. Bon, voilà. D'autres exemples ou c'est bon pour vous? Non, globalement, après, je pense qu'on les a tous, ces petits projets où juste on a eu une problématique un jour, puis on a écrit un script, et puis on s'est dit, bon, on va mettre un petit bout d'interface autour, et globalement, ça traîne. Je pense que j'en ai 2 ou 3 par an, et à chaque fois, c'est une histoire de 4-5 heures de travail, et c'est juste, on résout un problème du moment, et on en a pas mal. Mais pas aussi fun que le projet Arthur, je pense. Non. Mais après, alors pour citer, je sais qu'il y a pas mal de projets. Moi, je pense que je suis plutôt excellent pour faire flop les projets d'entreprise. Ouais, quel enfer. N'ayez jamais un Nathan chez vous. Hein. Franchement, il a détruit le premier projet. Il venait d'arriver chez Axopen, il a détruit. Moi, je pense que c'est plutôt genre les projets que je lance en général. Ah, non, t'es fou, toi. Tinder, ça a bien marché, hein. Ouais, mais c'était du pop fry pour Noël. Mais là, par exemple, il y a le CLI d'Axopen où l'objectif, c'est de faire un projet open source pour motiver les gens un peu à voir le monde de l'open source, etc. Et plein de petits projets comme ça où ça prend beaucoup de temps à mettre en place, mais une fois que c'est derrière Exodavis, c'est des fois un peu plus compliqué. Mais il y a plein de petits projets sympas qu'on peut, je pense, lancer dans les entreprises pour pas réunir tout le monde, mais que tout le monde puisse s'amuser dessus, soit que ce soit du coup à travers un jeu en faisant des trucs tous les jours, soit avec du code derrière. Donc, je veux pas trop teaser, mais je sais qu'il y a un autre projet. Qui arrive fort là. Il y a un projet fort qui arrive bientôt où là l'objectif sera de faire coder un peu tout le monde pour faire des combats, on va dire. Ça pourrait être un peu vague. Pas trop de vague. Mais le plus dur, c'est de garder les gens motivés, en fait. Ouais. En général, ça marche 3-4 jours et en fait, les gens après, ils ont. Ah, mais ça, faut plus la foi, plus l'envie. Derrière, ouais. Bah ouais, mais non, c'est pas mon métier. Après, moi, une fois que j'ai lancé le projet, ils se débrouillent. Mais surtout après, c'est aussi un peu pas du bénévolat, mais on peut pas forcer les gens à faire des choses. Oui. En même temps, si l'idée plaît pas, quoi. Faut pas non plus, quand on parlait de combat, c'est sur l'ordi, hein. Oui, bien sûr. Non, il y a peut-être des traumatismes ce week-end où on a enfilé des tenues de sumo et on s'est battu, bref. Qui va avoir le mot de la fin, le mot du grand sage? Quel conseil vous donneriez à un jeune qui sait pas quoi faire, qui sait pas quoi écouter, on lui dit de faire des projets perso, qu'est-ce qu'on lui dit là, synthétiquement? Alors moi je lui dis, fais des projets perso, tu prends le truc qui t'intéresse le plus dans la vie, donc tu prends si c'est des séries, tu prends ta série passion, tu prends ton jeu passion, tu prends ton activité, promener ton chien, n'importe quoi, et tu crées un projet perso autour de ça. Parce que c'est le plus simple, c'est d'être vraiment sur un truc qui t'intéresse vraiment. Et pour le coup, je vais faire un clin d'œil à l'IA. Je pense que l'IA est pas mauvaise pour donner des idées de projet. C'est-à-dire, tu lui décris un peu ce que t'aimes dans la vie et tu lui dis, voilà, j'ai envie de faire un petit projet. Et elle te donne des idées. Il y en a 10 qui sont pourrables, mais il y en a une qui sera bien. Et du coup, se lancer dans un petit projet avec la plus petite envergure possible. Un truc que tu peux coder en 2 heures, en 3 heures, et même potentiellement que l'IA pourrait coder, mais tu te lances dans un petit truc. T'embarquez pas dans, je vais faire un jeu MMO en ligne avec 3000 $, c'est beaucoup trop compliqué. Faites des petits projets. Il vaut mieux plein de petits projets qu'un gros projet que tu finiras jamais. Moi, je trouve que c'est plus pertinent de finir et d'apprendre à finir. Donc, faites des petits projets dans les choses qui vous intéressent vraiment. Si c'est la musique, faites des trucs sur la musique, faites des trucs qui ont du sens pour vous. Très bien. Et ben sur ces belles paroles, merci à vous. Ah non, Arthur voulait parler. Non, c'est très bien. C'est très bien. On reste sur ça alors. Ouais. Rien de mieux à ajouter. Et ben merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à la prochaine. Salut. Salut. Salut.